Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. L'exposé des motifs de la proposition de loi organique que nous allons étudier est succinct, et je me permets donc de le citer dans sa quasi-intégralité. L'actualité électorale récente a démontré l'existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal du processus électoral par l'intermédiaire des services de communication en ligne. Par son importance dans la vie démocratique de la nation et la place particulière qu'occupe le président de la République dans nos institutions, la campagne en vue de l'élection présidentielle est particulièrement menacée par la diffusion massive de fausses informations. Il convient donc de rendre applicable à la campagne présidentielle le dispositif de droit commun mis en place par la loi ordinaire relative à la lutte contre les fausses informations. Ainsi, c'est afin de protéger la démocratie, nous dit-on, et son point culminant que serait la présidence de la République, qu'il faudrait, de manière ponctuelle, se prémunir contre les fausses informations. L'enjeu est donc, je répète, démocratique. Les fausses informations menacent la démocratie. Il n'y aurait donc que les vraies informations à l'inverse qui seraient démocratiques. Cette proposition de loi nous oblige donc à interroger le rapport non seulement de l'information à la démocratie, mais également, puisque nous parlons de fausses informations, du rapport de la vérité à la démocratie. Mon intervention, je vous rassure, ne sera pas une longue dissertation de philosophie, même si un peu de philosophie ne nuit jamais, bien au contraire, à la réflexion politique. Mais il me semble important, alors que cette loi semble être une réaction à des événements récents, de reposer les enjeux qui sous-tendent la discussion et qui permettront d'expliquer pourquoi il nous semble pertinent de défendre à minima un renvoi en commission. Sur les notions même de fausses informations, vraies informations et de démocratie. On a vu ces derniers mois une inflation de l'utilisation du terme « fake news ». Il a été lancé de manière tonitruante à chaque fois qu'un contenu informatif n'allait pas dans le sens du poil des gouvernants et des gouvernantes notamment. Donald Trump, bien sûr, mais également ici en France, notamment au sein du gouvernement et des membres de sa majorité. Et après la manière dont le député Attal a si honnêtement cité un extrait du très long propos de M. Mélenchon sur son blog, là encore une fois, on pourrait se poser la question de la nature de cette information qu'il a souhaité transmettre à l'Assemblée nationale. Écoutez, je vais vous donner quelques exemples qui là ne sont pas hors de leur contexte, puisqu'il s'agit des tweets dont l'expression en 140 ou 200 caractères résume la position sur tel ou tel point de la personne qui s'exprime. Ainsi, la notion de fake news, ça a été l'une des accusations, favorites de La République En Marche et du gouvernement, à l'encontre des mouvements sociaux, de la société civile, qui pourtant était tant célébrée, qui critiquent un tant soit peu leur politique. Le 16 juillet 2017, alors que des associations de militantes et des militants de terrain travaillant aux côtés des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes s'alarmaient d'une baisse probable du budget des subventions, Madame Schiappa, secrétaire d'État en charge des droits des femmes, tweetait « Peut-être serait-il intéressant de temps en temps de se renseigner à la source avant de relayer des hashtags fake news ». Il y a quelques semaines encore, pendant le débat sur le projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles, encore sur ce sujet, toute voix dénonçant le risque de correctionnalisation du viol sur mineurs, dénoncée quasi à l'unanimité par les associations de défense des droits des femmes et des victimes et par un certain nombre de députés dans cette même Assemblée, toute voix était ainsi accusée de manipulation de la part, encore une fois, de Madame la secrétaire d'État et d'autres membres de la majorité. Vous-même, elle-même, puisqu'elle n'est pas présente, Madame Mouchou, rapporteuse du texte actuellement discuté, tweetait donc « Consternant de voir les groupes d'opposition entretenir une telle campagne de désinformation sur le hashtag PJLVSS. Le viol sur mineur sera toujours sanctionné, il le sera mieux, et l'atteinte sexuelle sera réprimée plus durement. Stop aux fake news et aux postures. » Le hashtag Stop Fake News a été utilisé également Seule Madame Obono a la parole. Dans d'autres tweets, l'oratrice, chers collègues, respectez l'oratrice. De membres de la majorité, donc je vais vous épargner les citations, mais qui ne sont pas dans leur contexte, puisqu'il s'agit de tweets très clairs qui résument, encore une fois, le type d'instrumentalisation dont ce type de propos peut servir. On le voit,
L'argument de la fake news peut être utilisé pour disqualifier les arguments de l'adversaire sans y répondre. Il déplace le débat sur le terrain du vrai et du faux et le fait sortir de celui du débat d'idées. C'est donc un instrument qui peut être utilisé afin de discréditer l'opposition, non pas par la voie de l'argumentation, mais par la voie de l'opprobre. L'accusation de la fausse information peut donc devenir en soi un motif de disqualification, comme je le disais, qui entrave le débat démocratique. Dans la définition qui a été ajoutée par amendement lors du passage en commission, vous souhaitez définir la notion de fausses informations, puisque, suite aux interpellations nombreuses sur le caractère assez flou de la notion telle qu'elle avait été diffusée au préalable, il a fallu quand même y répondre. La notion donc de fausse information est définie par vous comme toute allégation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Vous avez tenté de circonscrire donc le champ dans le cadre duquel cette accusation pourra être prononcée. On ne pourra plus crier à la fake news désormais que si c'est invraisemblable. Premièrement, permettez-moi de rappeler que si cette loi avait été en vigueur, ce que la secrétaire d'État, ce que j'ai signalé tout à l'heure, ce qu'elle dénonçait ne pourrait pas être qualifié de fake news, ni les propos de la rapporteuse sur ce texte. Mais pour revenir à la question, on va dire philosophique, qu'est-ce qui est vraisemblable ? Ce que dit le Larousse, c'est qu'il s'agit de ce qui a toutes les apparences du vrai. Mais à cela, vous avez ajouté un autre critère, le fait que l'information doit être dépourvue d'éléments vérifiables. Il y a donc deux éléments. Il faut que cela semble vrai et qu'il y ait des éléments de vérification à l'appui. Je me suis donc demandé, historiquement, à l'aune des grands changements progressistes de l'histoire mondiale, l'impact qu'aurait eu cette définition de la fausse information sur, y compris les progrès sociaux, culturels et politiques qu'on a connus au cours des derniers siècles. Au XIXe siècle, par exemple, en France, en Europe, aux États-Unis, ce qui était vraisemblable et communément admis, c'est que les femmes étaient essentiellement inférieures aux hommes. Charles Darwin disait en 1881 « Je pense sans aucun doute que si les femmes sont généralement supérieures aux hommes dans leur qualité morale, elles le sont inférieures intellectuellement. » Voilà donc pour les éléments de preuve. À l'époque, les femmes qui s'insurgeaient contre cette pseudo-science qui prônait l'égalité entre les femmes et les hommes étaient celles dont les propos étaient perçus majoritairement comme invraisemblables. Elles ne pouvaient s'appuyer qu'à la marge sur la science, puisque cette même science entretenait ce type de discrimination. Au XIXe siècle encore, ce qui semblait en France et dans d'autres pays européens, était que les populations colonisées d'Afrique et d'Asie étaient inférieures. On pourrait citer le fameux traité d'Arthur de Gobineau sur les inégalités entre les races, ou Christoph Meiners, qui avait établi au XVIIe siècle sa classification, Kant, en 1775, qui avait classifié l'humanité en 4 races, au sommet duquel il plaçait de manière assez commode l'homme blanc européen. Ce sont ces termes. Voilà de nouveau pour les faits vérifiables. C'est Clémenceau, sur ce débat, s'opposant à l'entreprise coloniale voulue par Jules Ferry, qui tient des propos minoritaires à l'époque. Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu'elles exercent. Ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà, en propres termes, la thèse de M. Ferry. Et l'on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures et en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force aux bienfaits de la civilisation. Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à 2 fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer homme ou civilisation inférieure. On le voit, le rapport à la vérité est aussi une question de contexte et de position de pouvoir et de débat politique. Du pouvoir de celles et ceux qui ont la capacité de définir les limites du savoir accepté et acceptable, du débat démocratique pour confronter ces points de vue et faire en sorte que les peuples, les consciences, les opinions publiques aujourd'hui puissent se déterminer en toute connaissance. Il y a une dimension extrêmement politique dans l'instrumentalisation qui peut être faite de l'idée de vérité universelle, nécessaire, générale et absolue, et de sa version dégradée, le vraisemblable. La tentative de définition proposée par le texte ne permet pas non plus de distinguer sans ambiguïté la fausse de la vraie information, de par la nature même du phénomène que l'on nomme information.
La naissance d'une information implique que quelqu'un observe, voit, signale, puis qualifie l'événement. À chacune de ces étapes, la subjectivité intervient. Ce n'est pas une information objective qui est transmise aux autres, mais bien une opinion sur un fait qui est survenu. Le fait est nécessairement déformé par l'œil et la langue de l'observateur ou l'observatrice. La distinction entre vérité et opinion, objectivité et subjectivité est par nature complexe. Donc après, la philosophie, un peu de phénoménologie sur ce qu'on appelle l'information, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de cela qu'il faudrait prendre le temps véritablement parlementaire de discuter. Certaines informations sont dans le champ et d'autres sont hors champ, comme on dit en science, ce qui rend par principe complexe toute législation sur la vérité. Je voudrais donner un petit exemple en vous proposant de vous déplacer pour un moment dans le département de la Creuse. 277 salariés de l'entreprise GMES défendent leurs emplois. Puis, puisque beaucoup de médias nationaux s'intéressent essentiellement aux grands centres urbains, ils n'observent pas spontanément les départements les moins peuplés de France. Cette information est donc en dehors du champ de veille. Elle existe, mais elle est pourtant ignorée. Ainsi, lorsqu'un journal hebdomadaire annonce que la croissance repart en France et les perspectives s'améliorent pour les salariés du pays, cela ne vaut pas pour tous les salariés du pays, mais seulement pour celles et ceux qui intéressent ce grand journal. À titre d'exemple, le journal Le Monde se proclame premier quotidien des CSP+. Faudrait-il le condamner pour avoir oublié la situation des salariés de GMES, propageant ainsi une fausse information ? Et ce sont des informations non négligeables sur le chômage, sur la précarité des salariés, y compris en débat électoral. En deuxième lieu, se pose la question de la perspective et de la mise en valeur de l'information. Comment une information prend-elle sens dans son contexte ? Si un observateur ou une observatrice scrute la Creuse, est-ce qu'il remarquera la situation des GMES ? Sa subjectivité fait qu'elle sera sensible à un événement ou non. Si la personne estime normal que la loi du marché et la mise en concurrence internationale conduisent à l'extraction des industries françaises, elle n'évoquera même pas le conflit social. Quand un journal télévisé proclame que la Creuse est un département tranquille où il fait bon vivre et passer ses vacances, le propos serait donc incomplet et inexact, car le drame humain que subissent les salariés, leurs familles et leurs proches est tout simplement omis. Cette information est-elle alors répréhensible en tant que fausse information ? En troisième lieu, le choix des informations peut aussi être défini comme faussé. Chaque personne a une manière propre de signaler et de partager les informations qui lui semblent importantes. Après qu'un observateur, une observatrice ait repéré une situation, puis les juger problématique, enfin les trouver dignes d'intérêt, elle ou il doit encore décider que celle-ci vaut la peine d'être connue des autres. Lorsque les animateurs et animatrices d'une émission de radio annoncent leur ambition de parler de tous les conflits sociaux ayant lieu en France, mais décident de ne pas parler de GMES, parce qu'elle et il se concentrent sur les plus grosses entreprises avec davantage de salariés concernés, est-ce qu'elle propage du même coup l'ignorance de ce conflit ? Les inquisiteurs et inquisitrices zélés vont-elles les poursuivre pour ne pas avoir dit toute la vérité ? L'omission est-elle une fausse information ? Mais dans ces conditions, qui est à l'abri ? Enfin, le poids des mots est engagé dans la définition de fausse information. En effet, la manière de décrire un événement dépend des sensibilités, de la subjectivité de la personne impliquée. Un observateur et une observatrice désireuse d'évoquer la situation de GMES pour en tirer une information communicable au grand public ne produirait pas le même texte que son ou sa voisine. Les approches dans un même événement sont multiples. La diversité de traitement des sujets est une source de liberté, car elle motive l'existence de différents médias, chacun avec son regard propre. Si un observateur s'exclame que GMES ferme car l'entreprise est non rentable, alors que d'autres observateurs et observatrices rejoignent les syndicats qui pointent le désengagement de l'État comme cause de fermeture, qui a raison ? On ne peut pas trancher le débat avec des juges, ni avec le pouvoir politique. C'est justement, comme l'ont dit mes collègues précédemment, la confrontation d'idées, l'existence d'une pluralité de points de vue médiatiques qui permet à chacun et à chacune de se faire son idée. Compris parce que la position de classe et les intérêts de chacun et de chacune influencent aussi leur rapport au réel. Il y a des faits, il y a aussi des manières de produire un discours du semblé vrai que votre loi, loin d'attaquer, renforce de notre point de vue. On voit, avec les différents exemples que j'ai cités, que les lignes du discours dit vrai, selon les époques, bougent, que les perspectives sont différentes, selon qui, comment, où
transmet l'information. Notamment, ces bougées, ces avancées sont le produit d'une lutte entre hégémonie d'un groupe, selon ses intérêts, et de nôtres. La lutte en particulier contre l'hégémonie culturelle qui oppresse une partie de l'humanité au profit d'une minorité. Ça a été les grandes luttes contre la colonisation, les luttes contre le racisme, pour les droits des femmes. C'est aujourd'hui un débat qui reste d'actualité. Pour cela, pour le mener jusqu'au bout, il est nécessaire, fondamental, que la liberté d'expression et la liberté de la presse soient largement garanties. Parmi les protections essentielles de nos libertés fondamentales, on trouve cette liberté de la presse avec la liberté d'opinion qui sont consacrées par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est simple, l'absence de ces libertés ou leur encadrement excessif pour des raisons d'ordre public tue nécessairement dans l'œuf toute pensée différente, toute nouveauté. Le Conseil constitutionnel, gardien théorique du respect de notre norme suprême, a d'ailleurs toujours prudemment veillé à préserver la liberté d'expression, tant le pluralisme est vital pour la démocratie. Leur poser une limite doit donc être envisagé avec prudence et précaution, et on doit donc prendre le temps pour s'atteler à cette tâche. Après la philosophie et la phénoménologie, un petit peu d'histoire, pour rappeler quelle est et comment nos sociétés ont produit ces libertés, ces droits fondamentaux. La liberté d'expression est une conquête révolutionnaire. Dans la France monarchique de l'Ancien Régime, la censure était la règle. L'ordonnance royale du 10 septembre 1563 prévoit la pendaison pour les individus qui publient des documents sans agrément. La Révolution française renverse tout cela. Dès la convocation des États généraux, Louis XVI est débordé par des centaines de journaux et feuillets non autorisés qui prolifèrent dans tout le pays. Une fois le despote en difficulté, plusieurs révolutionnaires s'affrontent sur la question de la liberté de la presse. Un compromis est trouvé dès août 1789, lors de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'Assemblée déclare que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. Cette proclamation va poser de graves problèmes aux gouvernements autoritaires qui prirent ensuite le pouvoir. De Napoléon Bonaparte à Napoléon III, tous vont tenter d'étrangler le principe de liberté de la presse. Ils aspirent à dicter directement l'information à des journalistes aux ordres. En face, la révolution de 1830 découle justement d'une censure trop féroce. Celle de 1848 débute dans des gazettes et la Commune de Paris s'appuie sur une masse de journaux populaires. Avec la révolution industrielle et l'apparition des capitalistes industriels et financiers, les journaux se heurtent cependant à un nouvel obstacle qui vient redoubler la censure. Il s'agit du pouvoir de l'argent. Les achats d'encarts publicitaires, l'entretien des journaux favorables au pouvoir en place par les grands intérêts économiques et le poids du crédit mettent de nouvelles entraves aux citoyens désireux d'informer leurs concitoyens et concitoyennes ou de diffuser des opinions. Le socialiste Louis Blanc pointe en premier dès 1844 ce nouveau danger pour l'opinion publique. Il attaque le journaliste, je cite, « porte-voix de la spéculation », lorsque des titres de presse ne tiennent financièrement que portés à bout de bras par des grands groupes économiques. Dans le dernier numéro du Peuple constituant, avant sa faillite, le 11 juillet 1848, Félicité de Lamennais s'étrangle. « Il faut de l'or, beaucoup d'or, pour jouir du droit de parler. Nous en sommes pas assez riches, silence aux pauvres. » Ce n'est qu'après la chute du Second Empire, l'avènement de la Troisième République et la victoire sur les monarchistes que la liberté formelle de la presse est réaffirmée dans notre pays. Elle est dotée d'un statut protecteur des libertés qui survivra à tout le XXe siècle malgré l'éclipse vichiste. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elle a été citée. Elle garantit la liberté de celles et ceux qui en ont les moyens. À l'heure, y compris aujourd'hui, de la diffusion d'Internet, elle protège aussi la liberté d'expression d'une part de plus en plus importante de la population en capacité d'intervenir sur la scène publique. En France, depuis cette loi, la liberté de presse s'exerce donc dans un cadre juridique protecteur, mais aussi responsabilisant. Cela fait déjà plus de 130 ans que la diffusion dite de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers est sanctionnée par la loi, au prix d'amende pouvant atteindre jusqu'à 45 000 €. Le dispositif de 1881 a été complété en 2004 avec la possibilité d'annuler des contenus illicites en ligne. Pour le droit français, la lutte donc contre les fausses nouvelles anglo-saxonnes existe donc déjà, et ce depuis bien longtemps. Par ailleurs,
N'oublions pas que les articles 32 et 33 de la même loi prévoient quant à eux des amendes en cas de diffamation et d'injure. Est-ce à dire qu'il n'y aurait rien à faire, aucun moyen pour garantir encore mieux non seulement la liberté d'expression, mais aussi le droit à l'information? Bien sûr que non. De notre point de vue, votre proposition de loi apporte des réponses qui nous paraissent, cela a été dit, inefficaces, inutiles, ou même, voire même, liberticides selon le contexte. Elle laisse de côté les pires menaces qui pèsent aujourd'hui sur la liberté d'information. La concentration des médias, le monopole de l'information, le poids des milliardaires, autant d'urgences qui sont sciemment ignorées par ce projet, qui préfère, semble-t-il, chasser les comptes individuels sur Twitter ou Facebook, ce qu'il faut faire, plutôt que de réguler la grande presse. Le groupe de la France Insoumise a fait des propositions d'amendement en commission visant à lutter contre les influences économiques et politiques qui nuisent au droit à l'information, qui est le droit partagé des journalistes et du public auquel leur travail s'adresse. Lutte contre la concentration horizontale, passant par l'interdiction de la détention simultanée d'un même canal d'information. Lutte contre la concentration verticale en interdisant les situations de monopole national et régional. Publicité et transparence sur l'actionnariat des publications qui doivent être renforcées. Nous en avons encore et nous aurons l'occasion, si par malheur vous ne votez pas en faveur de cette motion de renvoi en commission, d'en discuter longuement dans ce débat et dans les nombreux autres où cette thématique sera à nouveau abordée. Mais l'objectif de votre loi, comme précisé dans l'exposé des motifs, n'est pas de protéger la démocratie dans son ensemble, c'est-à-dire de vraiment permettre un débat libre qui tente d'être éclairé mais qui admet l'erreur. L'objectif de la loi est de protéger uniquement l'élection. Ainsi, suivant votre logique, les fausses informations ne seraient donc néfastes que pendant les élections, sur Internet et ailleurs, avant, après. Les citoyens et citoyennes qui sont si malléables juste avant le vote, tellement qu'il faut qu'un juge ou une juge vienne indiquer ce qui est vrai de ce qu'il n'est pas, seraient donc des experts et des expertes en vérification de l'information le reste de l'année? Cette logique est absurde. Soit il y a un problème général pour la démocratie qui nécessite une loi sur l'ensemble des modes d'expression, soit ce n'est pas d'une ampleur et de dispositifs, ce n'est pas d'une ampleur telle que les dispositifs existants ne seraient pas suffisants. La démocratie est une bataille d'idées, un rapport de force, un pari sur la conscience et la raison individuelle et collective. En tant que parlementaires, nous menons cette bataille pacifiquement de démocratie. Nous nous appuyons et nous construisons des rapports de force et nous parions sur l'intelligence collective, la nôtre et celle de nos concitoyens et concitoyennes qui nous regardent, qui nous entendent, qui nous interpellent souvent. Nous estimons que telle ou telle loi aura tel ou tel effet en se basant sur l'expérience parfois, sur la probabilité souvent, sur les acquis scientifiques et sociologiques, sur l'histoire, mais aussi sur des préjugés idéologiques. Enfin, surtout sur des préjugés idéologiques. Et je le dis sans considérer que l'idéologie soit un problème. Après avoir fait référence à notre propre histoire, je voudrais terminer ici en empruntant quelques éléments de réflexion à une autre tradition, celle des États-Unis d'Amérique. Après tout, ce pays n'a pas produit que des Donald Trump. Et les débats constitutionnels sont souvent passionnants, notamment en ce qui concerne le plus célèbre amendement de leur propre constitution. Le premier amendement, qui est relatif à la liberté d'expression, à la liberté de la presse et au droit, je cite, des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au gouvernement des pétitions pour obtenir réparation des torts subis. Donc d'abord un peu de contexte. En 1918, le gouvernement américain adopte un amendement à la loi sur l'espionnage punissant de 10 à 20 ans d'emprisonnement toute déclaration ou action appelant à l'arrêt de la production du matériel militaire nécessaire à la guerre engagée contre l'Allemagne. On voit, le contexte n'est pas des plus sereins, c'est une situation qui met en cause l'ordre public. Pourtant, des militants syndicalistes anarchistes décident néanmoins de distribuer des tracts appelant à l'arrêt de l'envoi des troupes. Ils sont condamnés. Les juges de la Cour suprême, dans leur majorité, vont confirmer la condamnation. Un juge minoritaire, Oliver Wendell Holmes, écrit, lui, une position dissidente qui influencera sur le long terme toute la doctrine de la liberté d'expression aux États-Unis. Il déclare notamment « Le meilleur test de la liberté est de pouvoir être accepté dans
la compétition du marché, competition of the free markets. C'est une expérimentation, de même que la vie tout entière est une expérimentation. Toute l'année, tous les jours, nous devons parier notre salut en s'appuyant sur des prophéties basées sur un savoir imparfait. Alors que cette expérimentation fait partie de notre système, je pense que nous devrions constamment être vigilants à l'encontre de tentatives visant à limiter les expressions que nous abhorrons et que nous croyons fausses et teintées de mort, à moins qu'elles constituent une menace imminente et directe avec des buts légaux et urgents, de telle manière qu'une vérification soit nécessaire pour sauver le pays. Sur ces paroles, pleines de sagesse, j'espère que vous en conviendrez, je conclus donc, mesdames et messieurs les députés, en vous appelant à voter en faveur de cette motion de renvoi en commission qui nous donnera le temps, qui nous donnera les moyens, en convoquant toutes celles et ceux qu'il sera nécessaire de convoquer pour travailler à une proposition de loi, à un projet de loi, à quelques textes législatifs nécessaires que ce soit, qui permettront effectivement de garantir à la fois la liberté d'expression, mais le droit fondamental de tous les citoyens et les citoyennes à une information libre et éclairée. Nous ne sommes pas opposés à un certain nombre d'amendements qui sont proposés dans ce projet de loi sur les questions d'éducation. Nous défendons fondamentalement que seul un peuple éclairé, en toute connaissance de cause, éduqué, peut faire des choix en conscience et en connaissance. Et donc, oui, nous défendons une meilleure prise en compte de la question des réseaux sociaux dans l'éducation. Et pour cela, des moyens pour l'éducation. Et pour cela, des formations suffisantes. Donc, il ne s'agit pas d'une opposition ni d'une sous-estimation des dangers, des informations instrumentalisées ou instrumentalisantes qui le diffusent. Mais c'est parce que nous prenons la mesure de ce problème, de ce danger pour la démocratie, que nous vous appelons à voter en faveur de cette motion de renvoi en commission et de s'atteler à la tâche à partir de ce moment-là pour que nous puissions élaborer une loi qui soit véritablement à la hauteur des enjeux. Merci.